Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui à la rencontre d'un entrepreneur militant. C'est comme ça qu'il se présente. On va en parler avec lui. Denis Père est venu sur le plateau. Bonjour Denis Père. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Smart Job. Vous êtes venu avec sous le bras votre livre, Le contrat mondial, pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. C'est un très très beau thème. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté, édition First. On parlera de vous parce que vous parlez de vous dans ce livre, de toute votre histoire, de votre relation à l'entrepreneuriat, aux créations d'entreprises, à la relation à votre famille, à ce que ça implique de travail et de labeur que de créer sa boîte et de devenir un des personnages les plus populaires. En 1994, vous êtes dans les journaux américains comme l'entrepreneur qui a cartonné avec Business Object. Mes propositions pour préserver nos classes populaires, notre souveraineté, c'est quoi? C'est vous vous lancez dans la campagne présidentielle, Denis Père? C'est ça y est, vous ne l'avez pas encore dit. Et c'est ici que vous allez nous le dire. Non, pas encore. Mais par contre, j'ai voulu effectivement prendre la parole pour raconter ce que j'avais vu en fait en matière de transition énergétique en particulier. Je développe des solutions de stockage d'énergie depuis quelques années à base d'eau, de solutions en circuit fermé, de solutions industrielles avec des turbines hydroélectriques, des solutions qui sont fabriquées qu'on remet dans le réseau. Qu'on remet dans le réseau, exactement, pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables. On n'a pas toujours du soleil, on n'a pas toujours du vent, donc il faut ce type de solution. Et on est en compétition, donc nos solutions sont fabriquées en Occident, en l'occurrence en France ou aux États-Unis, puisque j'ai des projets là-bas aussi. On est en compétition directe avec des solutions qui sont fabriquées dans les pays émergents et en particulier en Chine. Des solutions de batterie en particulier. Le process commence en République démocratique du Congo avec des enfants qui travaillent dans les mines. De l'esclavage, du semi-esclavage. Du semi-esclavage, voire de l'esclavage même on peut le dire. Et ensuite le process continue en Chine où les conditions sont un peu meilleures mais pas bien meilleures. D'ailleurs on a vu récemment que pour la fabrication des panneaux photovoltaïques on fait appel à de la main-d'œuvre forcée ouïghour. Il n'y a pas de syndicat libre en Chine, il est difficile de se faire payer son salaire quand il n'est pas payé, etc. Donc on voit bien qu'il y a des différentiels de normes sociales qui sont considérables entre nos pays et les pays émergents et la Chine en particulier, et ça crée un environnement de concurrence fortement déloyale. Des différences aussi en matière de normes environnementales. Alors on commence à s'en préoccuper avec la fameuse taxe carbone aux frontières, ou l'ajustement carbone aux frontières. Ce que vous préconisez d'ailleurs dans votre livre. Complètement, ce que je préconise dans mon livre. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas simple à mettre en place, mais c'est indispensable pour rééquilibrer la compétition entre les entreprises occidentales et les entreprises des pays émergents et chinoises en particulier. Vous avez quand même vécu une success story, je le redis, parce qu'il faut le rappeler. 94 Business Object, capitalisation en bourse, le Nasdaq, vous réussissez, tout vous réussit, création de croissance plus, il y a quand même chez vous, parce que vous le racontez quand même, vous ne vous êtes pas contenté de créer de la richesse et de la valeur et de créer des emplois. Vous avez envie de prendre votre place dans le débat, je dirais, économico-politique. C'est vrai, ça? Oui, c'est complètement vrai. J'ai jamais réussi à être qu'un entrepreneur. J'ai toujours eu besoin d'être aussi un militant. Quand je voyais des situations qui me semblaient inacceptables, ce qui était le cas effectivement au moment de la création de Croissance Plus, où nos entreprises étaient menacées dans leur existence même par une loi qui pénalisait ce qu'on appelle les stock options. Alors, il y avait l'ISF et puis les stock options. Il y avait les deux. Il y avait l'ISF qui me pénalisait moi à titre personnel, l'ISF déplafonné, qui taxait un patrimoine virtuel, qui rapportait rien, et puis les charges sociales sur les stock options qui faisaient qu'on devait payer des charges sociales considérables et qui pouvaient faire passer l'entreprise du profit à la perte et qui démotivaient considérablement aussi les employés qu'on cherchait à associer à la création de richesse. Je voudrais raccrocher le partage, cet échange que l'on a ensemble dans ce grand entretien avec ce qui s'est passé hier. Il y a le président de la République qui, à l'issue d'une élection régionale manquée, va à Douai pour aller inaugurer une usine qui n'existe pas encore, faut-il le préciser, à la rencontre des dirigeants de Renault, une super structure de fabrication de batteries. À la fin de votre livre, vous développez toute cette partie. Vous parlez longuement de la Chine, des règles qu'elle ne respecte pas, cette Chine, et du développement des batteries et d'un nombre de marchés qu'on a perdus, les batteries, l'automobile. On va y revenir. Est-ce qu'il n'est pas en train d'un peu de nous vendre du rêve, le président Macron, lorsqu'il va sur ce site, sans nous dire que l'actionnaire principal, c'est Envision, qui est une société chinoise, qui a une filiale japonaise, qui a des parts dans Nissan. En un mot, là aussi, on nous vend un peu du rêve sur nos emplois manufacturiers. Il nous dit, on va créer 2500 emplois, mais certes, mais ce sont les Chinois qui seront en fait les propriétaires de tout cela. Alors, les 2500 emplois créés en France, c'est une réalité et c'est une très bonne chose. Et je crois malheureusement qu'avec les règles actuelles du commerce international, on n'a pas le choix. Mais ce que montre effectivement cet accord, et il faut les faire évoluer selon moi, mais ce que montre effectivement cet accord, c'est que les savoir-faire en matière de transition énergétique, aujourd'hui, sont principalement en Chine. Tout est parti en Chine. 73% des cellules de batteries lithium-ion sont aujourd'hui fabriquées en Chine. Nous, on va faire de l'assemblage. On va importer ces cellules, on va faire de l'assemblage. Donc, toutes ces gigafactories, c'est très bien, mais et ça crée quand même de l'emploi industriel. Mais l'essentiel de la valeur ajoutée reste effectivement en Chine. 73% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine aussi.
par de la main-d'œuvre ouïghour en partie. Quand on regarde la liste des 10 premiers fabricants d'éoliennes au monde, il y a 7 entreprises chinoises. Ça, on a perdu la partie là. On a quasiment perdu, pas totalement. Il y a encore 3 beaux acteurs, un Allemand, un Américain et un Danois. Mais on est en train de perdre la partie parce que les Chinois gagnent en part de marché à toute vitesse. 80% des terres rares sont extraits et raffinés en Chine. La Chine a une capacité de production de véhicules électriques de 8 millions de véhicules. C'est équivalent à la somme des États-Unis et de l'Europe. Donc on voit bien que la Chine a pris un leadership considérable. Elle l'a fait en ne respectant pas effectivement les accords de l'OMC, c'est-à-dire en forçant des transferts de technologies forcés, en subventionnant massivement. En subventionnant, vous le dites, considérés comme stratégiques. C'est le triple dumping que vous Voilà, évoquez. c'est le triple dumping. Et en utilisant effectivement des normes sociales et environnementales qui sont extrêmement basses. Et ça, elle avait le droit de le faire. C'était pas interdit. On a à un moment donné décidé de mettre en compétition des environnements occidentaux qui avaient 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale, avec des pays émergents qui avaient une histoire très très courte dans ce domaine-là, qui avaient une histoire industrielle très courte, et donc de fait des normes sociales et environnementales beaucoup plus faibles. Vous évoquez le triple dumping avec des salaires 75 à 5 fois inférieurs aux nôtres. Vous évoquez aussi une administration, parce que vous le dites d'une manière très précise dans ce livre, une forme de suradministration qui ne produit pas grand-chose d'efficace. C'est comme ça que vous le dites. Oui. Est-ce que c'est perdu ? Est-ce que nos emplois manufacturiers, c'est-à-dire la bataille qui va peut-être se dessiner à la présidentielle de 2022, c'est-à-dire garder nos emplois sur le territoire, faire du local, créer en France, produire en France, ce que vous nous décrivez là, c'est pas perdu parce que la France a la chance d'avoir les Français. Les Français sont des gens extrêmement créatifs, extrêmement entreprenants quand on les laisse s'exprimer. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est face à une double peine en France. On est face à une première peine qui est effectivement un État omniprésent, un État très coûteux, qui pénalise effectivement la production en France. Les impôts de production français sont 2 fois supérieurs à la moyenne européenne. Le gouvernement actuel s'en est rendu compte. Il a commencé à les baisser. Il a baissé de 10 milliards. Mais c'est pas suffisant. Il faut les baisser de beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier problème. On a un État beaucoup trop coûteux, beaucoup trop lourd, beaucoup trop bureaucratique. Et ça pénalise fortement l'industrie. Et puis la deuxième source de pénalisation, la deuxième peine, c'est effectivement des accords de commerce internationaux, ce fameux libre-échange déséquilibré et sans éthique, c'est comme ça que je le qualifie, qui est un problème qui touche l'ensemble des pays occidentaux, mais avec la double peine, ça nous fait spécialement plus mal. Vous le soutenez, ce libre-échange. Vous dites il a été créateur de richesse pendant longtemps. Aujourd'hui, il est un élément de déstabilisation. Pour le dire simplement, puisque... Je le dis, c'est un livre programmatique. Je suis persuadé que des candidats vont ouvrir ce livre et vont se dire, tiens, il y a plein d'idées incroyables. Vous dites, la perte d'emplois manufacturières en France sont d'abord dues à la France. Il faut arrêter de dire en permanence, c'est de la faute des autres. Pourquoi la France a fait ce choix ? Qui, excusez-moi, sans pointer du doigt un tel ou un tel, mais néanmoins, qui est responsable de cette espèce de désastre industriel ? C'est une responsabilité collective de l'ensemble des dirigeants politiques sur les 40 dernières années, qui n'avaient pas de compréhension nécessairement des fonctionnements de l'industrie et qui ont privilégié toujours plus d'impôts, toujours plus de charges, toujours plus de réglementations, qui ont lourdement pénalisé l'industrie. Il y a un ancien directeur du FMI qui s'appelle Jacques Delarosière qui a publié un livre récemment qui s'appelle 40 ans d'égarement économique. Il décrit très très bien tous ces mécanismes. On a perdu par exemple la moitié de nos ETI, nos entreprises de taille intermédiaire, entre 1980 et maintenant. Et ça nous manque. Et ça nous manque, bien sûr. C'est une étude de l'Institut Montaigne qui dit ça. Donc on a effectivement beaucoup perdu d'emplois industriels. On est aujourd'hui, en termes de poids de l'industrie dans le PIB, on est à 11%. C'est-à-dire que c'est le même niveau que la Grèce, qui n'a aucune tradition industrielle. C'est le plus bas d'Europe. Espagne, Italie, dans le livre. Espagne, Italie sont devant. Il faut le rappeler. Ils sont à 14 et 15%. Ils sont au-dessus de nous. Ils sont au-dessus de nous. Parce qu'ils n'ont pas fait ces erreurs-là. Ils subissent aussi ce libre-échange déséquilibré et sans éthique, mais ils ont réussi à préserver les emplois industriels parce que leur économie est un peu plus compétitive, qu'ils sanctionnent beaucoup moins l'industrie, la production manufacturière. Il y a quelque chose dans votre livre et dans la façon dont vous racontez votre histoire, parce que c'est de votre histoire dont il est question à travers vous, que vous avez aussi mûri, mué. Vous dites aujourd'hui, je ne peux pas imaginer de créer mon entreprise, cette entreprise de récupération d'énergie, voilà, avec le modèle micro-step, parce que c'est exactement ça dont il est question. Vous dites, je ne peux pas créer cette boîte sans y mettre de la qualité de vie au travail, de l'intégration de gens en difficulté. Vous avez évolué. Est-ce que j'ai évolué ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu un peu cette dimension. Quand j'ai créé Business Objet il y a longtemps, j'avais associé avec mon associé, d'ailleurs Bernard Liotto, la totalité des salariés au capital. Avec ce fameux mécanisme de stock option, ils devenaient tous actionnaires. Ce qui a posé problème à la fin, d'ailleurs. Ce qui a posé problème à la fin, puisqu'effectivement, l'État, à un moment donné, n'avait pas compris. Oui, mais là, il y a une notion sociale d'intégration. Et là, effectivement, je vais encore plus loin. Avec l'âge, effectivement, j'ai peut-être pris conscience un peu plus de ces choses-là. Et j'essaie de faire des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques socialement. Mais il y a quand même 2 mots qui ressortent dans le sous-titre voulu par l'éditeur, et ce n'est pas
pas anodin, c'est classe populaire et souveraineté. Oui. Vous vous réappropriez ces deux mots. Oui. La classe populaire n'est pas allée voter au régional. Absolument. Où elle aurait voté pour le Rassemblement national qui développe des thèses sur le local, sur le produit en France. Comment ces classes populaires, on les sauve d'un chômage de masse? Les classes populaires, effectivement, sont les grands perdants de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique. On a vu les conséquences politiques aux États-Unis, puisqu'il s'est passé exactement la même chose aussi. Le Trumpisme, tout le Middle West s'est vidé. Le Trumpisme, effectivement, jusqu'à la prise du Capitole il n'y a pas très longtemps. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu en France, effectivement, avec la montée du Rassemblement national. Et maintenant, une abstention très inquiétante qui peut dégénérer à un moment donné. Comment est-ce qu'on les sauve? On remet en place des règles beaucoup plus équilibrées. On fait en sorte que quand on a des normes sociales élevées comme on l'a dans les pays occidentaux, on n'est pas une concurrence déloyale de la part des pays émergents et de la Chine. Et comment on l'impose aux Chinois, c'est la question? Spécialement sur les produits stratégiques et en particulier tout ce qui concerne la transition énergétique, qui est quand même un enjeu majeur, qui est une révolution industrielle absolument majeure, qui va créer des emplois en quantité considérable, mais qui pour l'instant les crée en Chine, effectivement. Et ceci, au passage, avec l'argent des contribuables occidentaux, européens et américains. Donc comment on fait? On dit par exemple que sur un véhicule électrique dans lequel la main-d'œuvre est à 5 € de l'heure en Chine, elle est à 30 € de l'heure dans les pays occidentaux, l'écart il est à peu près de ce niveau-là, eh bien on fait en sorte qu'il y ait une compensation sociale aux frontières. Quand le produit arrive à la frontière. Quand le produit arrive à la frontière. Et donc on recrée une compétition équilibrée dans ce domaine-là. Sinon on va tout perdre. D'ailleurs le président de Renault lui-même, et je ne jette pas la pierre à Renault, qui effectivement est obligé de fabriquer aujourd'hui des véhicules en Chine, ils n'ont pas le choix, c'est les règles du jeu. Mais disait il n'y a pas très longtemps au Sénat, on risque effectivement de tout perdre. On risque de n'avoir plus que nos yeux pour pleurer en décrivant effectivement l'émergence de la Chine et effectivement d'automobiles de qualité, pas chères, pour ces raisons-là. Il y a les axes stratégiques, les secteurs, l'automobile, l'aviation, on l'évoque, le photovoltaïque, l'éolien. Qu'est-ce que doit faire la France dans les 10 années à venir? Parce qu'il y a une campagne présidentielle qui va se préparer, tous ces sujets-là seront sur la table, et puis il faut qu'elle se projette, qu'elle investisse. Alors vous êtes, vous, sur des thématiques de récupération de l'énergie, du stockage de l'énergie. C'est l'avenir, si on arrive à stocker l'énergie. Voilà. C'est quoi les secteurs sur lesquels vous dites il faut que le prochain président et le ministre de l'économie investissent? Tous les secteurs qui touchent à la transition énergétique déjà, qui sont absolument majeurs. Je pense en particulier à l'hydrogène. Alors il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine-là, mais il y a besoin d'investissements considérables pour mettre en place des infrastructures de taille considérable. Il faut aussi réfléchir à d'autres questions, à des questions d'impact aussi, parce que pour déployer une infrastructure hydrogène, il faut aussi des panneaux photovoltaïques en grande quantité. Donc il faut consacrer de l'espace à ça. Il faut peut-être faire des accords avec des pays du Maghreb, par exemple, qui ont beaucoup de place et beaucoup de soleil. Donc il y a toute une réflexion stratégique à mener là-dessus. Et puis il y a bien sûr toutes les incidences derrière. L'hydrogène, ça va être une révolution pour tous les transports. L'aviation, l'automobile, bien sûr. Et je pense qu'on doit mettre beaucoup plus d'énergie, c'est le cas de le dire, dans ce secteur-là. Et peut-être moins d'ailleurs sur la partie batterie qui crée beaucoup de problèmes. J'allais vous le dire. Qui crée beaucoup de dépendances stratégiques, bien sûr, problème de recyclage, dépendance stratégique, d'extraction, un petit nombre de pays en monopole. C'est pire que l'OPEP. Vous avez aujourd'hui 4 pays qui contrôlent 95% de la production mondiale de lithium. L'OPEP, c'était 14 pays qui contrôlaient beaucoup moins, qui contrôlaient que 40% de la production mondiale de pétrole. Donc vous êtes en train de nous dire, c'est une vraie réflexion stratégique, que même en matière d'emploi d'ailleurs et de création d'emplois, on n'a peut-être pas fait le bon choix en accent trop sur la batterie ion-lithium et il aurait peut-être fallu anticiper un peu plus l'hydrogène. On l'a fait décrié à une époque. Oui, on l'a fait aussi à un moment. Il faut reconnaître que c'est compliqué parce que ce domaine est très mouvant, les technologies évoluent très vite, mais il faut savoir se reposer des questions régulièrement. Et en ce qui concerne la batterie lithium-ion, je pense qu'il faut aujourd'hui se reposer des questions sur la pertinence effectivement d'un modèle tout batterie pour la mobilité. Pour rester dans notre sujet, il y a un chercheur à Amiens qui a eu la médaille d'or du CNRS qui a créé une batterie à base de sel et qui peut être le concurrent. Là, il y a des batailles économiques au sein de l'Union entre les Allemands et les Français, terribles. Bien sûr. Alors, si on arrive à trouver des batteries qui reposent sur des matériaux effectivement abondants, pas chers, comme le sel, le sodium par exemple, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Mais on voit bien qu'effectivement, ce domaine est très mouvant et donc il faut effectivement une impulsion étatique, parce qu'en plus les investissements prennent du temps. Il faut une impulsion étatique. Moi qui suis plutôt un libéral en économie, je pense qu'il faut que l'État mette plus de moyens encore dans la recherche et développement et puis qu'il travaille aussi à rééquilibrer les règles du commerce international pour faire en sorte que ces emplois industriels ne se créent pas uniquement ailleurs et en particulier en Chine. Donc je reviens pour terminer cette notion de souveraineté, puisqu'elle renvoie là à un débat, je dirais, plus politique et moins économique. Les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'il faut assumer ce mot de la souveraineté qui a été gommé
connaît du vocabulaire depuis presque 20 ans. Oui, bien sûr, la souveraineté en l'occurrence des pays occidentaux, pas seulement française. Moi, ce que je dénonce, c'est une perte de souveraineté aujourd'hui de l'ensemble des pays occidentaux. Ce que je décrivais tout à l'heure, la domination de la Chine sur la transition énergétique, ça touche tout le monde, ça touche tous les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis. Donc il s'agit d'essayer effectivement de récupérer notre souveraineté dans ce domaine-là pour maîtriser notre avenir. Aujourd'hui, effectivement, des technologies d'avenir qui sont au cœur de nos nouveaux réseaux électriques, nous ne savons pas les fabriquer. Nous ne savons pas les fabriquer. Donc on crée des dépendances considérables à des puissances étrangères qui ne sont pas forcément des puissances amies. On voit bien le comportement de la Chine. On voit bien que la Chine est dans une démarche pour essayer d'imposer un autre modèle qui est hostile à la démocratie. Donc aujourd'hui, il faut une alliance des démocraties libérales, démocraties occidentales, qui partagent toutes les mêmes valeurs, qui partagent le respect de l'homme, le respect de la nature, de façon à faire en sorte que ces valeurs-là, elles soient au cœur du commerce international. J'imagine que vous avez été sensible aux propos de Joe Biden qui disait mais il y a des pénuries d'emplois aux États-Unis. Puis Joe Biden, vous avez vu, a pris un petit air en disant mais et si on les payait plus. Vous l'avez vu. Bien sûr. Et c'est intéressant, ça, cette idée-là aussi sur ces questions d'emploi. Oui. Si on les payait plus. Alors, bien sûr, si on les payait plus. Ça existe en France, ce débat-là aussi. Ce débat, on l'a en France aussi. Il faut quand même se rappeler qu'on a en France ce sujet-là aussi. Les États-Unis, récemment, effectivement, ont utilisé de l'argent public pour essayer d'aider à faire face à la pandémie. On versait des chèques directement aux ménages, aux foyers. Et il fallait le faire. Je pense que c'était indispensable. Donc, ça a créé effectivement des comportements qui ne sont pas les plus vertueux, très rationnels d'un point de vue économique, ou quand vous gagnez plus d'argent parce que l'État vous verse de l'argent, on le dépense. Et puis surtout, on n'a pas besoin de travailler, on a moins besoin de travailler, donc on sait très bien que c'est aussi un sujet. On connaît ce problème en France très très bien. On sait très bien qu'il y a un certain nombre d'aides sociales qui, cumulées, font en sorte qu'on a plus intérêt à rester à la maison qu'à aller travailler. C'est le débat de la réforme de l'assurance chômage. Et c'est le débat, et pas seulement, du plafonnement aussi des aides sociales à un moment donné, pour faire en sorte qu'on ait un vrai intérêt à travailler à 80 ou 90% du SMIC, par exemple. Donc ce débat, on le connaît très très bien en France. Cela dit, effectivement, il faut que les emplois soient bien rémunérés. Mais quand vous avez une économie dynamique, moi je l'ai vécu dans la Silicon Valley il y a quelques années, quand vous avez une économie dynamique, les salaires y montent. Moi j'ai vu des surenchères, j'ai vu les employés qui arrivaient dans l'entreprise et qui avaient leur longue liste, leur shopping list de critères. Voilà, moi je veux qu'il y ait un baby-foot, moi je veux qu'il y ait une salle de sport, moi je veux qu'il y ait une salle de sport, je veux qu'il y ait une assurance santé parce qu'aux États-Unis c'est un sujet important, une crèche, de qualité, une crèche, exactement. Et donc on voit bien que quand l'économie est là, eh bien il n'y a aucun problème pour bien rémunérer les salariés. Vous êtes optimiste parce que le contrat mondial, c'est pas une mince affaire, c'est le titre de votre livre. Enfin, je veux dire, un contrat mondial, ça veut dire qu'il faut être capable, avant de nous quitter, de remettre autour de la table les acteurs. Les Chinois, vous nous le dites, n'ont pas envie. Comment on fait, hormis par la taxe carbone qui va évidemment enchérir le prix de leurs produits à faible main-d'œuvre, à main-d'œuvre à bas coût, comment on fait là avec les Chinois concrètement Parce que tout le monde se pose la question. Je pense que cette alliance des démocraties libérales qui pèse plus de 50% du PIB mondial et donc à peu près autant les exportations chinoises. Au-delà de l'Union, donc. Et de nature, bien sûr. Pour moi, c'est l'Union européenne et les États-Unis à minima, plus des pays périphériques amis comme le Japon, Singapour, Taïwan, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. se réunissent, ils partagent tous les mêmes valeurs, ils ont tous le même problème aujourd'hui. Ils sont tous confrontés à ce problème de dépendance par rapport à la Chine, en particulier sur la transition énergétique, mais pas seulement. Et donc, ils sont capables de se réunir. Récemment, on a vu la capacité des Américains en particulier, qui ont pris un leadership fort, sur la taxation, sur l'impôt minimal. Oui. On a bien vu que ça a marché. On a commencé par le G7, ensuite on l'applique au G20. On voit bien qu'on est capable de mener de front ensemble un certain nombre d'actions de ce type-là. Une sorte d'encerclement de la Chine, quoi. Une gouvernance économique mondiale centrée sur des valeurs auxquelles on croit, avec un dialogue très constructif avec la Chine. Au passage, moi, je considère la Chine non pas du tout comme un ennemi, mais comme un partenaire important. Et un marché, vous le disiez. Et un marché, bien sûr, aussi important, à condition que les règles du jeu soient respectées, qu'il n'ait pas de comportement comme ceux qu'ils ont eu ces dernières années. Mais bien sûr que la Chine est un partenaire important, mais avec laquelle on est capable de discuter et d'imposer effectivement de nouvelles règles qui sont le respect de nos valeurs, tout simplement. Le respect des hommes, le respect de la nature, qui font partie de nos valeurs depuis 150 ans. Et puis c'est bon pour l'économie, vous le dites aussi, parce que des salaires qui montent, une qualité de vie au travail qui est meilleure, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le business aussi, il faut le dire. Bien sûr. Merci Denis Père, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Le contrat mondial, c'est votre dernier livre, édition First, mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté. Ceux qui sont candidats à la présidentielle, je vous le dis droit dans les yeux, lisez donc ce livre, il vous sera très utile. Président et CEO, je voulais quand même le préciser, de Nature and People First, qui est le stockage d'énergie, qui est un vrai sujet d'avenir. Merci d'être venu sur notre plateau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous savez, Amélie Favoriguité, vous la connaissez, elle est incontournable. Elle nous donne quelques conseils pour passer du stage au CDI. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est tout de suite.